Depuis des mois, on pressentait le pire. Le 2 août 1914, la France décrète la mobilisation générale. En quelques semaines, cette guerre, commencée comme un conflit du 19e siècle, va faire entrer l'Europe dans la barbarie du 20e siècle. Ce sont les premiers mois de ce conflit que nous allons raconter à travers le regard d'un sous-officier réserviste. Il s'appelle Louis Danton. Il a 30 ans. En partant des clichés de ce photographe amateur, nous avons reconstitué cette période de sa vie. La guerre est déclarée. Devant la gare de Nanterre, je me recule pour fixer cet instant décisif. Aux terrasses des cafés, on entend à la fois les choses les plus sensées et les choses les plus folles. Avant de partir, je cours embrasser Blanche. Nous sommes fiancés depuis le mois de mai. Elle ne sourit pas quand je prends la photo. Le souvenir des jours heureux s'évanouit. Une brève angoisse m'étreint. La reverrai-je un jour ? Le Mans, 5 août 1914. Me voici à la caserne du 44e régiment d'artillerie, sur les lieux mêmes où j'ai fait mon service militaire. En groupe, les hommes arrivent. Presque tous sont calmes, quelques-uns sont gais. Il y en a qui sont ivres et d'autres qui semblent l'être. Je n'en ai vu qu'un pleurer. J'ai décidé de prendre des photos de chaque jour de cette guerre. Pour qui ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ma batterie est placée sous le commandement du capitaine Le Goff. Derrière son abord un peu cassant, l'homme a du cœur et de la patience. Il en faut. Les jeunes recrues savent à peine saluer. C'est hier que j'ai reçu cette petite poupée avec un mot de Blanche. Cet artilleur vous sera toujours fidèle, comme moi. Rien ne manque à son uniforme. Il porte fièrement le képi de mon régiment. Je le baptise Toto. Pense à bientôt, car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir. Les premiers jours de la guerre renvoient les Français au traumatisme de la défaite de 1870, à la perte de l'Alsace et de la Lorraine. À l'est, Mulhouse tombe le 10 août. Au nord, les troupes allemandes viennent de pénétrer en Belgique. Nous quittons enfin le Mans. Mes hommes embarquent nos canons. Les pièces de 75 vont tonner jusqu'à Berlin. Berlin, c'est le but. On en parle à chaque instant. Mais n'était-ce pas aussi cette rengaine que nos aînés scandaient à coups de talon en 1870 ? Et pourtant, quelle défaite ! Lundi 10 août. Nous voilà bientôt en position. Notre bivouac n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge. Toto et moi
sommes devenus inséparables. Nous partageons tout, même le rata, qui est infect. Des éclats de voix me réveillent. Un homme du 130e régiment d'infanterie revient du front. Lamentable, les bras ballants, sans armes. Comment s'est-il traîné jusqu'ici? Le dos voûté, la tête branlante, il semble ne pas me voir. Il répond à mes questions d'un murmure. Fauché, fauché. On n'entend plus rien. Ses lèvres continuent à bouger. Le régiment de Centre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté. Cherchant la route glorieuse, il a conduit à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans trêve et sans repos. Avec leurs fusils... Louis Danton et Toto arrivent sur le front belge le 19 août. Les armées allemandes viennent d'entrer dans Bruxelles. La gloire était leur nourriture. Sur les ordres du général Joffre, une attaque est lancée au centre de la ligne de front. Sur le modèle de la bataille d'Austerlitz, les fantassins français précédant la cavalerie se déploient baïonnettes en avant. Ils font face aux mitrailleuses et aux canons allemands. La guerre est en train de changer de visage, Joffre ne l'a pas compris. Nous avons à peine dépassé les dernières maisons qu'une fusillade éclate soudain. On se bat tout près d'ici, en avant de nous et aussi à droite. Les pointeurs, à moi. Les hommes courent au capitaine. Devant nous, un arbre. Chaque pointeur court à sa pièce. Le pointeur lève le bras. Prêt. Feu. Un obus est tombé dans le vallon où sont les fantassins. 1, 2 secondes se passent. On entend une plainte, un cri. 13 Français et 17 ennemis sont tombés là, presque côte à côte. J'hésite un instant à appuyer sur le déclencheur. Officiellement, il est interdit aux combattants de prendre des photographies du front. Mais je ne suis pas le seul à braver cet interdit. Le 22 août 1914, à la tombée de la nuit, 27 000 soldats français ont perdu la vie sur l'ensemble du front. Jamais dans l'histoire des conflits européens, autant d'hommes n'étaient morts sur le champ de bataille en une seule journée. Encore une défaite. C'est la pensée qui m'obsède. Depuis un mois pourtant, on ne parlait que de victoire, de l'Alsace reconquise, de l'Allemagne ouverte. Et au premier choc, voici notre armée, à nous, vaincue. J'ai perdu 2 hommes, 2 bons compagnons. Jabert, un Normand taiseux, et Boucher, qui venait du Finistère, comme le capitaine Le Goff. Autour de nous, les civils belges prennent la fuite. Où vont-ils? Ils l'ignorent. Ils vont devant eux, en France, dans les pays où les Allemands n'iront pas.
demande à la vieille en montrant la direction que nous suivons. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ce qu'il y a par là, il y a Châlons, il y a Paris, il y a toute la France. Au bout d'un instant, elle me dit encore, en 70, c'était pareil. Nous battons en retraite à marche forcée. À Vouziers, Toto et moi, nous avons pris quelques heures de repos. Mais mon sommeil est troublé de cauchemars atroces. Je roulais parmi des cadavres mutilés, dans des fleuves de sang. Dans ce charnier, Blanche s'offrait, nue, impudique. Toto, sentinelle bienveillante, insensible à la mitraille, veillait sur moi. À 2h du matin, réveil. Il faut partir, tout de suite. On dit que les Allemands ont passé la Meuse. Où allons-nous? Je suis trop las pour penser, même pour avoir peur. Les soldats français reculent malgré les menaces de Joffre. Il ordonne qu'on pourchasse et qu'on exécute les fuyards. C'est une véritable débandade qui se solde par un repli sur des centaines de kilomètres. Fin août, la capitale est à portée des armées allemandes. Le 3 septembre, le gouvernement fuit Paris pour s'installer à Bordeaux, comme en 1870. Avant que nous nous séparions, avant que nos mains En 10 jours, nous avons reculé de près de 300 kilomètres. Nous sommes tous épuisés. Mais dans cette débâcle, le capitaine Le Goff reste solide. À Nanteuil-le-Haudouin, nous installons enfin la batterie. Il me donne l'ordre de tenir la position. Soyez brave, Danton. Son salut résonne comme un adieu. La nuit est constellée d'éclairs. Nous voilà 10 bonhommes pour contenir l'ennemi. Et je ne donne pas cher de notre peau. Paris n'est qu'à 50 km. La situation est désespérée. Seul mon fidèle Toto reste impavide. Au matin, miracle. Les renforts arrivent enfin. Des centaines de taxis ont acheminé l'infanterie qui vient nous appuyer. Mais la victoire est amère. Les cadavres recouvrent les champs de blé qui viennent d'être fauchés. On aperçoit de très loin leurs culottes rouges. Le 6 septembre 1914, sur ordre du général Gallieni, 600 taxis parisiens ont été réquisitionnés pour acheminer des renforts. Le lendemain, un second convoi de 700 véhicules quitte la cour de l'Hôtel des Invalides pour rejoindre le front à Nanteuil-le-Haudouin. Sur le plan militaire, la contribution des taxis de la Marne n'est pas décisive. Mais cet épisode marque le début de la contre-attaque française. La bataille semble enfin tourner à notre avantage. À Tracy-le-Mont, les Allemands occupent encore la ferme de Quennevière. Sous une pluie battante, nous installons la batterie face à l'ennemi. Le feu a enfin cessé. Nous buvons un mauvais jus tiède quand un sifflement me fait lever la tête vers le ciel.
À 15h12, le capitaine Le Goff a été tué d'un éclat d'obus sous l'œil droit. Quand on l'a vu tomber, 10 à la fois, on a couru pour le secourir. On a rapporté le corps à la batterie. Le médecin a tout tenté, mais cela n'a servi de rien. Tout était fini. J'avais les larmes aux yeux. On lui a couvert le visage d'un mouchoir blanc. Je l'ai veillé toute la nuit. Je sens la présence de Toto. Ce n'est pas une simple mascotte comme le dit Blanche. J'aurais du mal à lui expliquer, mais cette poupée est bien plus que ça. Sans elle, j'aurais été fauché moi aussi, comme Jabert, comme Boucher, et maintenant comme Le Goff. Au cours de la bataille de la Marne, les troupes franco-britanniques repoussent les Allemands, mettant ainsi en échec leur projet d'invasion de la France via la Belgique. La retraite allemande se termine sur la rive droite de l'Aisne. Dès le 14 septembre, le front est stabilisé. Joffre envoie un message au ministre de la Guerre. La bataille de la Marne s'achève en victoire incontestable. Paris est sauvé. C'est en vérité l'échec des plans offensifs allemands et français. La guerre va s'enliser. Nous sommes toujours à la même place. Nous creusons des tranchées. La plaine en est couverte. Du côté des Allemands, c'est pareil. Ils sont à 500 mètres, devant nous. Combien de temps cela durera? Je n'en sais rien. Nous ne savons même pas ce qui se passe. Si nous avançons, si nous reculons. Les journées se passent à tenir en joue un ennemi invisible. Depuis une semaine, je parcours ces tranchées, mon appareil à la main. Ici, c'est Jean, un coiffeur de Vesoul. Là, derrière la mitrailleuse, c'est Max, un agriculteur du Berry. Le journal Le Miroir vient de lancer un appel aux photographes amateurs sous la forme d'un concours. Il suffit d'un déclic pour gagner une petite fortune. Les photographies les plus spectaculaires seront publiées. Je regarde Toto qui prend la pose pour moi. Penses-tu, mon Toto, que nous avons une chance de remporter ce concours ? Peu à peu, le front se stabilise de la Manche à la frontière suisse. Chaque armée creuse ses lignes de tranchées, ses abris souterrains, construit ses défenses de surface et installe ses réseaux de barbelés, séparant un no man's land large de 300 à 500 mètres. De nombreux villages se retrouvent pris sur la ligne de front. Fin octobre, la batterie de Danton fait face au village du Quesnoy, à proximité d'Amiens. Chère Blanche, les journaux vous ont sans doute annoncé l'affaire du Quesnoy en Santerre. Toto et moi, nous y étions. Le 28 octobre, nous sommes partis en éclaireur en direction du village. Vers 7 heures, nous étions face aux lignes ennemies, nez à nez avec messieurs les Boches, comme les appellent mes hommes. Nous avons bien cru y rester. Nous avons pilonné leur position pendant près de 12 heures. Une charge à la baïonnette nous a permis d'entrer au Quesnoy. Mais le village conquis, nous avons dû repousser la contre-attaque de l'ennemi. Nous sommes restés toute la matinée, le doigt sur la détente.
Milon et Tuvache transportent un blessé allemand sur l'affût d'un canon. Tuvache me dit « Il n'a pas une aussi sale bobine que j'aurais cru ?» Je lui demande s'il imaginait qu'ils avaient un œil supplémentaire au milieu du front, comme les habitants de la Lune. Tuvache hausse les épaules. Non, seulement je les croyais plus vilains. Hier, j'ai retraversé le village, ou du moins, les ruines du village. Il n'existe plus une maison entière. « 15 novembre 1914. Ma chère Blanche, vous auriez dû entendre ça. Plein de sang-froid et d'ardeur, le maréchal des logis Louis Danton a été un modèle de bravoure. Le général Davant m'a épinglé la médaille et a repris « Je vous décore pour votre attitude au Quesnoy en Santerre. » Je pensais obtenir une permission et vous revoir enfin, mais j'ai vite déchanté. Quand je suis revenu au front, les tranchées avaient encore progressé. Elles s'étendent sur des kilomètres maintenant. Mon installation, que je partage avec Toto, un trou creusé dans la paroi d'un boyau est contre la tranchée. Le toit est fait de planches et de rondins. Chacun est enterré dans son trou. On se croirait dans un grand caveau de famille dont les niches abritent des hommes. Mais ces hommes sont-ils encore vivants ? L'hiver arrive déjà. Jamais Blanche ne sera ce que je vis. Elle ne le supporterait pas. L'humidité nous ronge. Les hommes deviennent fous. Et la peur, cette crainte constante qu'un obus tombe dans notre trou. Parfois, je vois derrière les lignes au loin nos obus qui éclatent, les corps qui sautent en l'air. Toto est là à mes côtés. Il n'a jamais peur. Je lui ai accroché ma médaille, car à la vérité, il est plus brave que moi. Ses yeux me fixent, mais ne me jugent pas. Je l'entends murmurer à mon oreille. « Louis, tu as le droit d'avoir peur et je ne dirai rien. Jamais. Dors, mon Louis. Je veillerai. J'ai promis à Blanche de te ramener vivant. » Depuis le début du conflit, plus de 300 000 hommes sont morts et plus de 600 000 ont été blessés. 1914 sera l'une des années les plus meurtrières de toute la guerre. Pendant 4 ans, Louis et Toto, son avatar, resteront inséparables. Au lendemain de l'armistice, Louis Danton retrouve Blanche et l'épouse. À la mort de Louis, Toto a rejoint le musée de l'armée aux Invalides. Il y est toujours.